Bonsoir à tous. Alors pour ce rendez-vous du mois de juin, qui est aussi le dernier de la saison 2 des lives proposés par le GHU APHP Nord, Université de Paris, nous voulions donner la parole aux étudiants en sciences infirmières et en soins infirmiers. Et c'est pour ça que ce dernier live de la saison 2 leur est exclusivement dédié. Et nous voulions aussi valoriser les travaux que les étudiants sont amenés à réaliser pendant leur formation. Alors ça peut être des travaux de groupe ou ça peut être parfois des travaux individuels, par exemple le mémoire de fin d'études. En fait, les étudiants qui ont répondu à notre invitation ce soir, eh bien, ils ont choisi, eux, de parler du service sanitaire ou du CERSAN, qui est plutôt le travail en groupe, qui est très intéressant d'ailleurs. Et donc, le service sanitaire est apparu à la rentrée 2018 dans le programme de formation de licence des étudiants en santé. Et il vise à former les professionnels de santé de demain à l'éducation pour la santé et aux enjeux de la prévention primaire, à partir d'une pratique de terrain et de la réalisation d'actions concrètes. Alors, les étudiants élaborent une démarche projet en prévention primaire ou en promotion de la santé auprès d'un public prédéfini et ils développent un certain nombre de compétences. Et je suis sûre, Sandrine, que nos invités, que je te laisse maintenant interviewer, vont nous préciser un certain nombre de choses, en tout cas partager leur expérience. Nous sommes accompagnés ce soir en fait de Mathieu Faye et de Rémi Touzard, qui sont tous deux étudiants en sciences infirmières en S5, donc en 3e année, et la Lucie de l'hôpital Saint-Louis. Alors tous deux, vous avez travaillé sur le CERSAN. Déjà, avez-vous travaillé ensemble ou alors c'était un travail différent? Qu'est-ce que vous pouvez globalement déjà nous dire pour ce travail, et puis après on ira un petit peu plus finement sur les étapes, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez apporté, mais globalement déjà, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Du coup, c'est un travail qu'on a réalisé à 4 étudiants, donc Rémi et moi étions ensemble dans le groupe avec 2 autres camarades, Meryl et Alexandra. Donc un travail à 4 qui s'est étalé sur plusieurs semaines, où en fait on construit toute une démarche d'éducation à la santé. Et donc on part de zéro pour aboutir jusqu'au mieux qu'on peut donner. On a des formateurs, des formatrices qui ont identifié pour notre cas c'était une association, mais donc ça peut être des collèges, des lycées ou toute autre structure. Et donc nous on a travaillé au sein d'une association pour les sensibiliser sur un projet de santé. Alors, comment ça se passe? Les structures qui se proposent de manière à pouvoir bénéficier en fait de cet aspect d'éducation pour la santé, ou est-ce que c'est vous qui choisissez et allez chercher en fait les structures qui rentreraient dans le cadre de ce projet? En fait, là, en tout cas dans notre IFSI, comment ça s'est passé, c'est que il y a les groupes qui sont prédéfinis par nos formatrices qui nous dispatchent un peu tous ensemble. Et ensuite, nous présente une association qui a au préalablement répondu à l'école. Mais il me semble, après, c'est pas nous qui ayons la démarche de trouver l'association, mais c'est les formatrices, en l'occurrence, qui discutent avec des écoles, des associations et se mettre en relation. Donc c'est un travail que vous faites en semestre 4? C'est ça, sur 3 semaines. C'est 3 semaines qui sont dédiées en fait hors de notre parcours de stage. Sur un parcours normalement de 10 semaines, on a 7 semaines seulement à faire et 3 semaines de projet sanitaire. D'accord. Alors du coup, comment vous êtes rentré en contact avec cette association? Quelles ont été les étapes de votre travail? Alors on va dire que la première étape, c'est-à-dire qu'on a nos formatrices qui nous attribuent en gros une association, on a le nom, on a des référents à contacter sur place. Et donc on entre en contact tout naturellement par mail, en se présentant, en expliquant dans quelle démarche on s'inscrit. Et puis on s'organise, on est en complète autonomie, où on va prendre rendez-vous avec eux pour ensuite essayer d'identifier tout ce qu'il y a à mener auprès de leur public. Et juste avant ça, vous avez bénéficié d'un enseignement théorique? Oui. Alors évidemment, tout ça s'inscrit, ouais, exactement, tout à fait, tout ça s'inscrit dans l'unité d'enseignement 4.6, si je ne m'abuse, donc d'éducation à la santé, voilà. Qu'on a également au S3. En fait, c'est sur le semestre 3 où on a l'enseignement théorique,
Le semestre 4, on a une petite partie d'enseignement théorique, puis le projet sanitaire à mettre en place. Donc on voit c'est un projet sur le long terme en fait qui est mené par l'école de manière globale, qui est pensé en amont dans la recherche en fait et un peu de ce qu'on appellerait les projets qui pourraient proposés par des, enfin pas tant les projets mais les structures qui seraient intéressées par ce type de démarche. Et puis en parallèle vous avez les enseignements qui vous aident à la démarche d'éducation pour la santé. Et ensuite, une fois que vous êtes dans l'association, est-ce que c'est vous qui allez chercher le besoin d'éducation en santé? Peut-être nous parler un petit peu de l'association. Qu'est-ce qu'elle faisait votre association? C'est une association qui se situe à la Garenne-Colombes, qui s'appelle Aurore. En fait, leur principale activité, c'est le logement de personnes en situation de précarité. Mais tout à côté, ils les aident à se réinsérer. Des fois, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé, notamment des problèmes psychiatriques. Du coup, ils les accompagnent dans les différents rendez-vous qu'ils peuvent avoir. Mais principalement, c'est ça, c'est une association d'aide aux personnes en précarité. Alors, comment, du coup, s'organise le repérage du besoin pour cette association? Est-ce que, en général, l'association avait déjà une idée d'un travail qu'il vous propose, ou vous menez une enquête pour aller rechercher le besoin? Comment ça se passe? Pour notre part, en fait, ça dépend. Je sais que certains groupes, au moment de la constitution des groupes, avaient un thème imposé. Ça peut être de la santé sexuelle, ça peut être de la prévention de santé basique, mais des fois, c'est ça. Nous, en l'occurrence, on a eu un premier rendez-vous avec notre structure, les cadres de la structure en l'occurrence, qui nous ont ciblé les problèmes qu'ils avaient eux-mêmes repérés au préalable. On a discuté, c'est un échange, c'est ça? C'est plutôt une aide? Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. En fait, on échange durant un premier rendez-vous où on va leur exposer ce que nous, on a pour projet de faire. Si ça colle, tant mieux. Sinon, on retravaille ensemble pour monter un projet tous ensemble. Et c'est vrai que dans le cas de figure de cette association, ils nous avaient émis un besoin sur une petite partie de la population, à savoir des mères célibataires, pour faire une éducation plus autour de la sexualité et des préventions sur les IST. Et on s'est rendu compte que la majorité de leur population avait plus besoin d'une éducation autour de l'alimentation et de l'hygiène alimentaire. Et donc du coup, on a décidé d'orienter plutôt nos travaux là-dessus. D'accord. Et comment vous avez constitué votre groupe là, avec Meryl et Alexandra? Vous êtes choisis? Non, c'est imposé par... ça, c'est imposé, en fait, ouais. Ça, c'est l'IFSI qui constitue, qui constitue, oui. D'accord. Donc, c'est obligé de réflexion en groupe, une complémentarité également de réflexion, de logique. Au niveau de l'association, en fait, vous avez... Quelles ont été les étapes? Donc, une fois que le sujet a été choisi, vous vous dites le besoin, finalement, n'était pas tant le besoin repéré par l'association, mais un besoin autre auprès de la population que vous avez peut-être un peu enquêté en amont, c'est ça? Exactement, c'est vrai qu'il y a, d'une part, il faut on apprend à savoir comment fonctionne la structure, pardon. Donc c'est important de comprendre comment eux-mêmes les appartements, les espaces de vie qui sont créés, comment on peut intervenir au sein de cette structure. Et après, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de recueil de données, où du coup on a établi un questionnaire, donc avec là une rigueur méthodologique propre à la recherche clinique, ou avec un questionnaire où on demande le genre, l'âge, de façon à établir des données et sur lesquelles on peut travailler et affiner notre projet. En fait, c'est des outils qui vont vous servir aussi pour la suite et pour le mémoire. Exactement. Parce que du coup, vous avez cette première expérience de comment mener une enquête, entre guillemets, de terrain, pour y aider. Ensuite, quelles ont été les étapes? Vous avez recueilli ces données, vous en avez fait quoi? Ensuite, on a recueilli les étapes, on a distribué le questionnaire au sein de l'association qui a été un succès entre guillemets parce qu'ils ont tous répondu. Plutôt chouette. Oui, c'est ça. C'est déjà une des principales difficultés parfois d'avoir le manque de réponses. Mais ensuite, la structure nous a fait reparvenir nos réponses et on les a triées. D'accord. Et on en a identifié, c'est un questionnaire orienté déjà sur l'équilibrage alimentaire. Et en fait, on en a étudié les manques qu'ils avaient de connaissances sur ce sujet et pour ensuite affiner notre projet. On a dégagé, les questionnaires nous ont permis de dégager des comportements et
des connaissances ou du moins des croyances de la part du public. Et du coup, derrière, c'est tout autour de ces croyances, comment apprendre à déconstruire vis-à-vis peut-être des savoirs erronés ou des méconnaissances sur certaines notions et leur apporter ensuite du coup ce qui leur manque. Alors vous, en parallèle, du coup, ce sujet ciblé sur l'alimentation et l'équilibrage alimentaire, ça vous a obligé d'aller regarder un petit peu des éléments de référence Bien sûr. pour pouvoir monter votre projet. C'est ça, bien sûr. On a été obligé, en plus de nos connaissances qui ont été apportées sur notre début de formation, d'affiner nos connaissances en faisant des recherches, en lisant des livres, etc., pour ne pas induire nos résidents en erreur. Et puis, c'est une posture nouvelle aussi, de devenir éducateur. C'est ça. Exactement. Là, pour le coup, on est de l'autre côté, de la chaise, j'ai envie de dire, mais c'est hyper formateur parce qu'on comprend nos formateurs par la suite, en fait. Avoir un discours qui soit construit, compris, accessible, c'est vrai que voilà, ça demande un travail de réflexion en amont. Puis aussi penser à la nature un petit peu variable aussi et complexe du public auquel on s'adresse. Exactement. Avoir un discours adapté complètement. Hein. C'est vrai apporter tout un bagage théorique quand on a, c'est vrai qu'on a la tête entre guillemets dans les études, donc on commence à avoir un certain bagage théorique propre à la formation, donc un certain type de langage scientifique. Et c'est vrai qu'il faut réapprendre à redéconstruire ce langage pour apporter de nouveau aux gens qui n'ont pas ce bagage-là un langage simple pour qu'ils comprennent là où... Et je dirais par rapport à la posture de ce que précisait François, c'est une posture autre et extérieure au milieu hospitalier. Donc du coup, votre posture, elle est doublement éprouvée par en fait, le projet en lui-même et la reconstruction, même parfois peut-être des propres représentations, et de se baser sur des données probantes et des références professionnelles, et puis s'adapter à un public hors de l'hôpital. C'est difficile. Comment vous l'avez vécu, ça? C'est difficile. C'est pas le terme difficile. En tout cas, c'est surprenant, c'est changeant. Et pour le coup, c'est appréciable aussi. D'apporter voilà, quelque chose de neuf dans une structure qui est autre. Au-delà de la blouse blanche, et voilà, on est dans quelque chose, le relationnel qui se construit avec les gens est tout autre. Est-ce que vous avez l'impression, en faisant ce travail, vous avez rencontré votre public, enfin votre publicité et autres, de travailler dans une démarche de co-construction? Complètement. Enfin, oui, bien sûr. C'est vrai que s'il n'y a pas l'adhésion en face, ou si on n'a pas l'interlocuteur en face qui est à l'écoute et avec lequel on crée un lien, c'est complexe derrière de pouvoir faire passer les messages. Et la nature de ce lien, justement, comment vous l'avez un petit peu cultivé et travaillé? Parce que je m'apprêtais à dire, juste avant que Sandrine vous pose la précédente question, je m'apprêtais à vous dire, comme vous n'êtes pas encore tout à fait des professionnels de santé comme ceux que vous fréquentez tous les jours, vous n'en avez pas encore tous les défauts, c'est-à-dire être convaincu d'être détenteur d'un savoir et d'un savoir unique, un petit peu uniforme, et que tout le monde n'a plus qu'à accepter autre. Là, on est dans une autre démarche quand on est dans... En fait, déjà pour avoir créé le lien, on a rencontré notre population pas seulement le jour de notre présentation, on a eu 2 rencontres au préalable. La première, le jour de notre venue à l'association, on a rencontré quelques résidents. Et ensuite, comme c'est une association pour les personnes en précarité, ils ont souvent ce qu'on appelle des distributions alimentaires. Et on est venu le jour de cette distribution pour pouvoir en fait analyser les comportements, qu'est-ce qu'ils prenaient à manger, ce genre de choses. Et à ce moment-là, on a déjà pu créer un premier lien. Ensuite, et vous avez pu voir aussi les éléments nutritifs. Oui, c'est ça, mais c'était aussi le but de notre première venue. Qu'on pourrait pérenniser après dans leur ça, c'était riche d'enseignements. Mais c'est vrai que là, en termes de posture, je dirais que c'est un grand saut dans le bain. Enfin, voilà, on est un peu livré à nous-mêmes. C'est vrai qu'on a des apports théoriques qui sont mis en avant et que pour le coup, on met en pratique. Il faut une première fois à tout. Donc, voilà, on se lance et puis on se questionne, on réfléchit en groupe. On discute avec les gens de la structure, voilà, après je dirais que c'est un peu de l'ordre du ressenti, on voit ce qui marche ou ce qui marche pas, mais il faut une première, quoi. Il faut alors justement, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que d'après vous a moins bien fonctionné? Enfin,
Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses qui auraient changé? Parce qu'il y a aussi après une présentation auprès du public concerné. Tout à fait. Donc peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais déjà dans le projet en lui-même, est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles vous avez été surpris ou vous avez découvert en travaillant ce projet? Peut-être qu'on s'est donné un petit challenge final qui Ouais, était c'est un ça. peu Un peu élevé, c'est ça. ambitieux, voilà, exactement. Donc, ça a marché. Donc, Et finalement, ça a plutôt bien C'était quoi fait. ce challenge que vous étiez donné au départ? Et du coup, c'est vrai qu'on a décidé de conclure toute cette démarche, tout ce projet par cet apport théorique en fait. par un atelier cuisine. Et bon, c'est vrai qu'on était 4 du coup à faire ce projet. Et c'est vrai qu'il y avait quoi, une vingtaine de, C'est ça, une vingtaine de personnes. On va faire un atelier cuisine à 20 personnes et les faire manger, enfin préparer la nourriture et manger ensemble. Dans une petite cuisine en plus. Voilà. C'était voilà, il y a peut-être des petites questions logistiques qu'on aurait pu anticiper, mais qu'on a plutôt bien géré. C'est ça a bien fonctionné. Donc en fait, ce projet d'action au départ qui était centré en fait sur une population particulière, sur l'équilibrage alimentaire et tout ce qui touchait à l'équilibre alimentaire, s'est transformé dans le projet d'action en atelier cuisine. Sur la finalité, oui. Sur Après la un apport finalité. théorique, après le questionnaire, donc du coup, avec identification des besoins pour les apprenants, on a monté toute une séquence d'éducation. Donc là, vraiment un temps un petit peu plus, comment dirais-je, scolaire et structuré, avec forcément un apport théorique, tout en restant le plus simple possible et Et ces accessible. déséquilibres par rapport à l'alimentation, ils étaient dus à quoi? Par manque de connaissances, par les conditions de vie des personnes? C'était un peu de tout. C'était aussi le but de notre questionnaire, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce manque flagrant. Mais c'était souvent dû à un manque de moyens aussi. Ils mangeaient essentiellement ce qui n'était pas cher, tout ce genre de choses. Et forcément, ce qui n'est pas cher n'est pas forcément moins favorable à la santé. C'est vrai que c'est multifactoriel. En fait, on se rend compte qu'il y a la précarité, qu'il y a la méconnaissance. Et en fait, tous ces éléments-là, quand ils ressortent au niveau du questionnaire, ça conditionne un petit peu ce qu'on va mettre en place derrière. Les éléments économiques, les ça, éléments exactement. psychologiques. Il y a aussi le manque d'envie, des fois, culturels. tout simplement. Bien sûr. Parce que des fois, les gens en fait, entre guillemets, se disent j'ai plus rien à perdre, c'est ce qu'on nous a dit, et donc je mange comme j'ai envie de manger sans trop m'en soucier. Donc en prévention primaire, vous voyez que en fait, vous êtes aussi confronté au fait que les déterminants en santé, ils sont très variables, ils sont très composites. Et réussir à travailler derrière, voilà, on ne va pas se leurrer, on sait bien qu'on n'a pas radicalement changé leurs habitudes alimentaires, mais on pense du moins avoir peut-être semé quelques graines qui vont germer pour certains et qui vont peut-être faire changer quelques Est-ce habitudes. que vous avez réussi à évaluer un tout petit peu l'impact au moment de l'atelier ou dans les dires en fait, des personnes qui étaient présentes à l'atelier? On avait un questionnaire de satisfaction à la fin qu'on a remis à tous les résidents qui étaient présents lors de l'atelier et de la présentation théorique. Et c'était plutôt très satisfaisant pour la plupart. Et comme l'a dit Mathieu, on ne pense pas avoir drastiquement changé leur habitude alimentaire, mais pour certains, nous faisait comprendre qu'ils se remettaient parfois peut-être en question. Et puis il y avait des comportements, des réponses en fait au moment de l'apport théorique. Je savais pas ça, ou voilà, il y a des petits déclics qui parfois se passaient qui du coup sont... Parce que ce qui va être intéressant par la suite, c'est que vous avez planté déjà, comme vous dites, des graines par rapport à cette prise de conscience en termes d'équilibrage alimentaire, mais est-ce que l'association par la suite va pouvoir porter votre projet et donner suite, vous savez? Alors c'est vrai que il y a une idée derrière que l'association voulait continuer à travailler sur cette thématique-là. Après, dans quelle mesure cela va se pérenniser, c'est vrai que nous, on intervient sur voilà, Disons, vous faites vos premières armes en éducation primaire au sein de l'association. Alors, comment vous avez fonctionné là, un groupe? C'était 4 personnes. Vous n'êtes pas choisi, donc c'est vos formatrices qui ont composé les groupes. Alors comment ça s'est passé là, en pratique, là, tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Comment vous êtes répartis ça? Vous avez mis l'accent sur quoi? Les compétences de chacun, l'envie, la disponibilité, un peu de tout ça? Je pense que oui, voilà, on a un carrefour un petit peu de toutes ces réponses-là. Déjà, on a la chance d'être une promotion qui sommes plutôt assez soudés, nous nous entendons plutôt tous bien, donc c'est déjà un élément très positif. Et donc ce groupe attribué, écoutez, je vais être assez factuel. On a créé un groupe WhatsApp,
Voilà, en disant que c'était notre projet, quand est-ce qu'on est disponible, moi je peux pas, très bien, on se réunit à telle date. Alors à telle date, on fait en sorte d'avoir avancé sur tel point. Ok, très bien, on fait comme ça. Il y a La conduite de projet aussi. Oui, la conduite de projet, donc c'est un petit peu d'organisation. Effectivement, au niveau d'un groupe de 4 personnes, c'est déjà, il faut se coordonner, tout ça. Et puis il faut peut-être jouer, miser avec les points forts des uns et des autres. Alors dites-nous, Meryl, c'est quoi ces points forts? Meryl, elle a un regard aiguisé et un sens critique dans le positif du terme, qui est assez affiné. Et donc c'est appréciable d'avoir ce genre de regard, toujours dans le questionnement et l'analyse, de dire non mais ça en fait ça ne va pas marcher, ou là on non. peut voir. Voilà. Ouais. C'est vrai que Meryl a ce regard-là. C'était une force d'avoir... Et l'autre fille, là, et Alexandra, d'un pragmatisme et organisationnel. Moi, c'est ça, oui. Elle nous a sauvé le coup quand même sur l'atelier cuisine, en disant mais écoutez les garçons, si on part sur ce menu-là, pour 20 personnes, ça va être compliqué. Là, qui vont avoir faim. D'accord. Et Rémi, c'est quoi la qualité là? C'était quoi votre contribution? Moi, ouais, c'est exactement ça. J'y ai passé des heures, mais ouais, sur le PowerPoint, je me débrouille pas mal en informatique. Du coup, ça nous a permis d'avoir quelque chose d'assez quali, je pense. Un contenu attractif, parce que voilà, c'est important d'avoir un contenu qui soit sympathique et pas... Et Mathieu, ouais, du coup. Mathieu, c'est le chef de projet. C'est ça. Non, mais en fait, c'est un vrai travail d'équipe. Exactement. Les forces de chacun font que... Vous allez confronter aussi dans la réalité après votre diplomation. Exactement. Travailler en équipe pluridisciplinaire. Ce travail d'éducation à la santé, donc c'était vraiment une première étape. Du coup, qu'est-ce que vous en gardez pour vous, pour votre projection future? Que l'éducation à la santé, c'est essentiel et que c'est un travail qui est, je ne vais pas dire monstrueux parce que le terme est péjoratif, mais en tout cas qui est fastidieux. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est extrêmement enrichissant parce qu'on voit concrètement, avec une application sur le terrain, que parfois les choses théoriques, on a l'impression que tout se passe très bien et si on fait ça, il va se passer ça. Et puis finalement, non, ça met du temps, c'est plus subtil. Est-ce que vous avez aussi perçu que on a l'influence de la culture là-dessus? Parce que dans notre pays, l'éducation à la prévention, ce n'est pas ce qui est valorisé par les professionnels de santé, hélas d'ailleurs. Même si depuis 2017, on a des programmes nationaux à travers la stratégie nationale de santé qui visent à inverser les choses, il va falloir beaucoup de temps. Vous avez vu que la nouvelle ministre de la Santé, Madame Bourguignon, est ministre de la Santé et de la Prévention. C'est donc des démarches qui s'inscrivent dans la durée et de changement de temps. En fait, on est en train là de former, depuis 2018, un autre profil de professionnels de la santé. Complètement. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir, d'ailleurs je me permets une suggestion qui... c'est vrai que c'est extrêmement cloisonné, c'est-à-dire que les infirmiers vont faire leur éducation à la santé, je crois qu'il y a les pharmaciens, les médecins, enfin tous les étudiants en santé. Voilà. Alors ça c'est la question que j'avais prévue pour un peu plus tard. Je suis désolée. On peut l'aborder maintenant parce que vous savez que en fait dans le texte qui organise, justement en fait ça vise à promouvoir l'éducation primaire, la promotion de la santé, mais surtout aussi l'interprofessionnalité. Et c'est vrai qu'il y a des endroits en France où on peut associer 2 ou 3 familles, populations d'étudiantes qui vont mener un projet en commun. Dans d'autres endroits, non. Voilà, la dimension interdisciplinarité, alors pour des tas de raisons, peut-être que c'est pas si facile que ça à organiser avec les différentes universités et les contraintes des différents cursus, ou bien parce que on a un petit peu de mal à se projeter aussi dans de l'interdisciplinarité et dès la formation initiale. Alors surtout que tout ça est organisé quand même par des gens, des personnes enseignantes et autres qui n'ont pas du tout été formées à cela dans leur propre cursus, donc qui ont aussi une révolution un petit peu culturelle et mentale à réaliser. Et voilà, en fait la question que j'avais prévu de vous poser ce soir, c'était est-ce que ça n'aurait pas été plus riche si ça avait été fait
Voilà, avec pour un le coup. étudiant en médecine, avec une étudiante pharmacienne. Pour le coup, moi j'ai envie de dire oui. Et, Oui, moi et aussi, justement, oui, la bien sûr. projection, comme vous l'avez dit, de travailler en Mm. interdisciplinarité, la future vie professionnelle où on va travailler tous ensemble en équipe, Mhm. avec nos richesses, nos compétences et nos regards, en fait, qui sont parfois, voilà, pas obtus, mais disons, on a une façon de Dans une regarder, façon de d'avoir un regard Mhm. autre permet de réouvrir les choses, C'est ça. et pour le bien des populations. Donc, peut-être que oui, pour moi, c'est une piste à creuser et qui peut être positive. Oui, surtout à mettre en pratique parce qu'elle est prévue normalement dans le projet. D'accord. Et que vous retrouverez également, parce que du coup, sur ce versant-là, si vous avez l'occasion de faire un projet professionnel, une carrière professionnelle à l'hôpital, de toute façon, d'autres professionnels s'empareront aussi et vous aideront Oui. à mener ce type Et puis, d'éducation à la santé. Tout professionnel de santé qui travaille à l'hôpital doit se souvenir que la personne soignée ne passe qu'un tout petit bout de temps à l'hôpital et qu'il y a un avant, qu'il y a un après et que pour les personnes qui vont vivre soit une convalescence ou soit qui vivent toute leur vie avec une maladie, eh bien, elles vont être au contact de d'autres professionnels de santé. Je pense aux pharmaciens qui travaillent plutôt en officine, tous ne travaillent pas non plus à l'hôpital. Des infirmiers, des infirmières qui travaillent en libéral, qui travaillent dans les maisons de santé, des médecins qui travaillent dans des maisons de santé, etc. Et donc, c'est vrai qu'il doit y avoir des articulations, des relais qui se prennent autour de la santé de la personne. Ça sera intéressant. Et surtout, ce type de travail engage aussi les futures postures de soignants, puisque ça oblige une adaptation constante à la population que vous avez en face de vous. Et ça, c'est intéressant parce que, comme le dit Françoise, le patient, il vient à l'hôpital sur un laps de temps court ou plus ou moins court, ça dépend de la prise en soin qu'il y a derrière, mais on dit souvent qu'on voit bien qu'on a l'impression que c'est le patient qui s'adapte à l'hôpital, mais c'est le professionnel qui devrait s'adapter au patient qu'il a en face de lui. Et puis le professionnel de santé n'est pas uniquement là pour, en tout cas, c'est très imitatif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'épuise, qu'il s'est beaucoup épuisé en France, il me semble, à ne faire que du curatif, et du curatif, de temps en temps le curatif, même très souvent ça ne marche plus, parce qu'on est passé au-delà de ça. Dans bien d'autres pays, de niveau de vie comparable et de niveau intellectuel comparable, il y a très longtemps que l'on travaille sur la prévention, la manière de ne pas devenir malade, ou pas trop malade, en tout cas, quand on est malade, par exemple si on doit vivre avec une maladie chronique, comment en atténuer les effets sur notre vie du quotidien et en limiter les effets, en tout cas les plus négatifs. Et cela interroge aussi et fait réfléchir en tant que professionnel de santé. Est-ce que lorsqu'on a un patient avec une maladie chronique qui n'est pas bénéficié de conseils adaptés, de conseils pouvant lui convenir, il y a une inobservance dans les traitements. Qui dit inobservance, il y a exacerbation des rechutes, de crises, et c'est le défilé quasi permanent aux urgences. Et après, tout le monde s'épuise. On voit toujours les mêmes personnes, on s'épuise à refaire des soins qui ne servent à pas grand-chose, pour ne pas dire à rien, et on s'épuise émotionnellement. Et après, on dit, ah ben non, on ne peut plus travailler à l'hôpital. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de notre formation, on a vraiment cette vision de non, l'éducation à la santé, c'est important et c'est un point essentiel et ça fait partie des projets de soins. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pour une décompensation de son diabète parce qu'il y a une non-observance ou dans le projet de soins où on nous forme, c'est une éducation à la santé est nécessaire derrière. Il faut qu'il y ait une rencontre avec une infirmière pour recadrer les choses et redonner des apports théoriques. Alors, en même temps, lorsqu'on voit ce projet qui est à travers le CERSAN 2018 pour tous les étudiants en santé, on a vu il y a 2 minutes combien l'interdisciplinarité, ça n'était pas suffisamment saisi. En même temps, quand on regarde le programme global, dans la formation initiale, c'est très peu d'heures. Donc pour développer des compétences, ça ne va pas complètement suffire. Donc pour ceux parmi d'entre vous qui allez être intéressés par ces domaines d'éducation et qui allez être confrontés à les années suivantes, cela veut dire qu'il va falloir à certains moments aller se reformer pour élargir encore vos compétences. Et en même temps, cette première application est déjà une démarche très intéressante. Oui.
qui permet de voir ce qu'on a vu, cette conduite de projet, cette démarche d'aller rechercher le besoin. Surtout que votre besoin puisse coller aux besoins de la population, parce que si on a bien vu que sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que cette première démarche est extrêmement intéressante. Et ce qu'on disait, c'est cette opposition entre le care et le cure dans notre façon de soigner, qui du coup, où le care n'est pas suffisamment développé par rapport au cure. Donc c'est vraiment une démarche globale, prise en charge globale du patient. Ben voilà. Comment vous avez été évalué? Comment la séquence a été évaluée là? Comment elles évaluent vos formatrices? C'est la structure en fait qui... l'école remet une grille d'évaluation aux personnes de la structure qui doivent cocher des cases pour nous dire si ça a été satisfaisant, très satisfaisant ou pas du tout. Mais c'est la seule évaluation qu'on a. Ensuite, l'école en amont, durant notre préparation, évalue au cours par contre de notre préparation, on doit leur envoyer notre avancée, etc. Et ils évaluent ou pas si on répond à leurs attentes et aux attentes de l'école. C'est une façon de vous guider dans la démarche ça, projet exactement. aussi, quelque part. Voilà, c'est ça, bien sûr. exactement. D'accord. Le recueil de données, le questionnaire est quand même soumis à Ils nos ont un œil, bien formatrices. sûr. Globalement, il y a 3 grandes étapes dans ce type de projet SR5. Le temps de formation théorique et pratique, sur la longue séquence sur plusieurs semaines. Des temps d'intervention auprès du public prédéterminé pour le projet concerné. Et est-ce que vous avez pu faire une 3e étape qui est le retour d'expérience et le temps d'évaluation avec vos formatrices à l'IFSI? Il y avait un API C'était pas présentiel, mais on a ensuite, à la fin de notre projet, un travail à rendre à l'école où on explique notre ressenti, nos points forts, ce qui a fonctionné. Et on a une partie en groupe et une partie personnelle où on doit expliquer notre ressenti personnel. D'accord. Et à l'issue, vous avez un certificat, c'est ça, pour le CERSAIN? Vous avez une attestation de réussite au CERSAIN. Il me semble avoir vu passer ça dans les dossiers de certains employés. Merci de l'information. Ah, d'accord. Alors, c'était peut-être pas dans votre IFSI, mais bon, j'ai déjà nous, vu ça nous valide une unité d'enseignement. Oui, pour tout le monde. En tout cas, à Saint-Louis, c'est ça. Du coup, là, vous avez dépassé ce projet, en tous les cas, au jour d'aujourd'hui. Ouais. Quels seraient les conseils, Mathieu et Rémi, que vous donneriez à vos collègues là, qui vont s'engager dans ce type de projet? De s'accrocher déjà, parce que par moments c'est compliqué, c'est fatigant. C'est 3 semaines de travail intensif où on pense, on a pu croire au début que ça allait être entre guillemets 3 semaines un peu reposantes avant le stage, mais pas du tout, il faut dire ce qui est. Mais c'est très dense, il faut s'accrocher et il faut savoir travailler en groupe. C'est ça le plus important, je pense, à dire, c'est le travail en groupe, savoir... Travailler en groupe. Et dans la préparation, Mathieu a parlé aussi de la notion de plaisir. Exactement, bien sûr. Oui, alors allez-y. C'est vrai que voilà, en mots, je pense que l'organisation en amont est nécessaire. L'organisation, le travail, je pense que ce sont des maîtres mots et tout. Mais prendre plaisir évidemment à ce que l'on fait, quoi. Parce que si c'est vrai qu'on s'était pas, on va dire, on s'est un peu amusé quand même. Oui, bien sûr. On a pris plaisir on a pris du bon temps pour aller. la session de travail. C'était extrêmement sympathique d'aller rencontrer ces gens et de leur apporter quelque chose. Et donc s'il n'y a pas cette notion de plaisir, bon, je trouve que pour un projet, quel qu'il soit, c'est Qu'est-ce qui a amené cette compliqué. motivation? C'est le thème, c'est l'association, c'est la rencontre, c'est un ensemble? C'est un peu tout, parce que d'ailleurs on a un groupe, notre groupe en tout cas, on avait déjà des liens avant même ce projet. On s'entendait déjà tous bien dans notre groupe, mais le fait de travailler ensemble, des fois, ça crée une certaine... dynamique. C'est ça, une dynamique très positive, où on est tous contents d'être ensemble, et on est tellement toujours seuls derrière notre copie que là, ça nous a fait du bien. C'est vrai que après, ce sont des facteurs parfois sur lesquels on n'a pas spécialement d'incidence. C'est C'est-à-dire ça. qu'il faut le bon groupe, les rencontres avec les bonnes personnes, au bon moment, et puis... Et le bon thème aussi, et quelque le bon part. thème. Bien sûr, bien sûr. Alors les thèmes sont très variés, sont très riches et souvent les étudiants, enfin on a quelques retours par ailleurs, les étudiants qui nous en parlent. Moi par exemple, ils m'en parlent assez spontanément dans les demandes de dernier stage. Il y a des étudiants qui m'en parlent spontanément, qui me disent en 2-3 lignes sur leur lettre de motivation ce qu'ils ont fait ou parfois dans leur mail d'accompagnement.
Et récemment, là, j'avais une de vos camarades de promotion qui m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de son service sanitaire, de son travail de groupe. Elles ont réalisé ça dans un collège dans le 5e arrondissement. Et elle regarde un souvenir, en tout cas, de travail agréable, une démarche nouvelle, une approche nouvelle, et puis la rencontre avec une population, une toute jeune population, hein, des collégiens. Mais je pense que mine de rien, à travers ce travail, alors c'est vrai que c'est une conduite de projet, ça demande une organisation, un travail en groupe, d'aller chercher des références, d'aller les confronter aux besoins de la population, mais finalement, ce qu'on disait, c'est que l'application, elle est directe ensuite. Bien sûr. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, déjà le fait d'être en dehors de l'hôpital et en dehors de l'école de l'IFSI, c'est quelque chose de nouveau et ça nous galvanise en fait. Oui, c'est tout simplement. Sur 3 années de formation. Ça peut, entre guillemets, on peut prendre ça comme une pause, même si on travaille beaucoup, mais c'est différent de ce qu'on fait déjà et ce qu'on va faire après. Donc, non, je pense que le plaisir et l'enthousiasme. Et en fait, les outils que vous avez utilisés, la méthodologie que vous avez utilisée, c'est une méthodologie qui est transposable à tous votre travaux, Bien sûr. le MFE, Bien sûr. les travaux de recherche que vous pourrez, je vous souhaite avoir l'occasion d'initier et de conduire un tout petit peu en situation professionnelle. Alors, on a un précédent live enregistré sur la recherche paramédicale, donc je vous invite à aller l'écouter parce que les invités avaient dit des choses très, très intéressantes sur le questionnement de la pratique soignante, parce que c'est essentiellement cela qu'il faut nourrir, et on se nourrit aussi de cela pour être des professionnels de santé sereins et bien un petit peu dans notre... Alors du coup, on va arriver à la fin du live. C'est vrai? Ben oui. Quels seraient en fait les conseils que vous donneriez à vos collègues pour ce travail? Allez, 3 mots. Ouais, Allez, 3 mots. Organisation, travail Et plaisir. et plaisir. Ouais. Ouais. C'est la même chose pour vous aussi, Ouais, Rémi? exactement. Ben, comme quoi, alors, moi j'avais une dernière question. Entre ce travail en groupe et puis le MFE où c'est du travail solitaire, lequel est le plus Galvanisant. Le plus galvanisant Je pense que... Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait... Si, on a mis les si. pieds dedans là récemment. On est même déjà en retard. Mais, C'est la course contre la montre. C'est ça, exactement. Mais c'est total. En fait, c'est différent et similaire à la fois en fait. Un travail solitaire, ça peut être galvanisant parce que, en l'occurrence, le MFE, c'est un sujet qu'on choisit personnellement. Là, c'est des sujets plus ou moins dirigés, même si c'est un sujet qui nous intéressait plus ou moins déjà. C'est, comme j'ai dit, c'est pas pareil, mais c'est similaire à la fois en fait. Et je pense que les deux ont leur avantage et leurs inconvénients. L'application concrète sur le terrain aussi, C'est ça, le côté pragmatique, rencontrer les gens, c'est ça qui booste. Et en même temps, le mémoire aide à réfléchir. Bien sûr, nos formatrices nous l'ont vendu aussi, c'est peut-être pas le terme, mais nous l'ont enseigné comme ça en nous disant que ça allait nous former aussi pour le MFE, ou par exemple ne serait-ce que le recueil de données, c'est une partie intégrante du MFE. C'est interrogatoire. C'est ça exactement. L'observation aussi qu'on a pu faire, en fait, on a clairement préparé notre MFE en faisant ce projet sanitaire. Écoutez, on voit bien combien les éléments sont transposables. Oui. En tous les cas. Et puis que ce sont des moments différents dans la formation initiale Exactement. qui sont complémentaires. Alors, nous arrivons vraiment au terme de cette dernière visioconférence de la saison 2. Alors, nous allons remercier les personnes qui nous ont soit écoutés en direct ou soit qui nous retrouveront sur la chaîne YouTube APHP Nord. Merci pour votre attention. Merci à nos invités pour votre présence et votre partage d'expériences qui sont inspirants aussi bien pour les étudiants que pour nous-mêmes, professionnels plus avancés. Nous donnons rendez-vous aux étudiants à la rentrée, au mois de septembre, avec d'autres invités, d'autres thématiques. Et en attendant, un très bel été à tous. On vous souhaite donc de bonnes vacances. Merci.